Bonsoir, heureux de vous retrouver, amis téléspectateurs, pour ce numéro d'Afro Night consacré à Malika Zahra. Il a fallu qu'elle parte de chez elle, ensuite aller aux États-Unis pour rencontrer ses aspirations, ce qui fait son essence. Et son engagement n'est que hautement culturel. Après 2 albums, elle est de retour en train de préparer Roi, qui veut dire essence. Elle a accepté notre invitation. Comment allez-vous? Bonsoir. Heureux de vous avoir sur ce plateau. Tout va bien? Très très bien. Désormais, c'est la navette entre New York et la France. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ça vous manque, Et New York? éventuellement le Maroc. Et le Maroc aussi. On parlera de tout cela tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et bienvenue à Afro Night. Malik, on va commencer par une course, on va commencer par courir, run, ok? Yes. Allez, on regarde ça. Où situez-vous ce pub à New York? C'est le Joe's Pub, c'est downtown. Ouais. C'est une super salle, j'adore cette... Cet extrait de votre premier album que vous avez enregistré en 2006. C'est ça. À l'entendre et à vous revoir sur cette scène, qu'est-ce que cela vous évoque? Bah, c'était... moi j'ai mis du temps à commencer à enregistrer le premier album. Ouais, 4 ans. Voilà. Ouais, 4 ans, c'est pas beaucoup. Pour quelqu'un Oui. qui arrivait dans un... Ah non, ça c'est sûr que Ouais. j'ai eu beaucoup de chance et enfin bon, j'ai travaillé pour, hein, mais Ouais. j'ai tout de suite travaillé pas mal Ouais. dès que je suis arrivée à New York et du coup ça m'a l'énergie, le Justement, qu'est-ce qui s'est positivisme. passé? Parce que vous étiez au conservatoire ici, vous avez fait un peu de clarinette. Ensuite, vous arrivez à New York en vacances en 96, je crois. Et en 2004, vous décidez de vous y installer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Alors moi, j'ai jamais été le rêve américain, ça n'a jamais été mon Ouais. truc. Et puis en 96, je me suis dit mais quand même il faut que j'aille voir la Mecque du jazz avant de m'installer un petit peu trop et puis d'avoir plus de mal à bouger. Et vraiment ce que j'ai trouvé là, c'était je suis tombée amoureuse Vous de étiez cette vraiment énergie. à la Mecque du jazz. Ah oui, là c'est vraiment, Ouais. oui bien sûr, New York c'est la Mecque du jazz, il n'y a pas, Ça, y a pas photo. ça se ressent comment? C'est les sorties, les soirées, en amis, dans les pubs, dans les cafés, dans les Ben, clubs? il y a vraiment des gens du monde entier qui passent à New York. Il y a l'histoire du jazz, ben, je veux dire, tous les grands maîtres en fait, sont passés par là-bas. Ouais. Et on le ressent. Et donc il y a vraiment des techniciens d'une qualité incroyable Ah. aussi. Et il y a une concurrence positive et ce positivisme et puis bon, la dureté de la ville fait qu'on n'a pas le temps de se morfondre sur son propre sort. Ouais. Donc ça oblige à vraiment aller chercher la créativité. À charbonner. Voilà. À charbonner. Et ça, c'est en plus quand on est jeune, je trouve que c'est un très bel entraînement. Et je me suis dit, non mais rien que pour apprendre ce positivisme, il faut que je passe un peu de temps. Voilà. Alors justement, à New York, vous enregistrez cet album On the Ebony Road. Avec qui? Qui vous tient la main? Vous avez parlé de chance, mais la chance aussi est liée à des rencontres. Absolument. Ouais. C'est donc la première fois que j'y suis allée, j'ai rencontré Arnie Lawrence qui a créé le département de la NYU, département de jazz, à la NYU. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a formé beaucoup de gens et vraiment le cœur de son enseignement, c'est l'importance en fait de la transgénération. Ouais. Transgénération, c'est comme ça qu'on dit? Ouais. Ou transgénérationnel, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà.
et donc de permettre aux jeunes de rencontrer plein de grands musiciens. Et donc j'ai travaillé avec lui tout de suite. On avait 2-3 concerts par semaine dès que je suis arrivée. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Et voilà, ça fait boule de neige. Et cette liberté que vous vous accordez, parce que votre musique, elle est singulière, on aura l'occasion de l'entendre, cette liberté que vous vous accordez et en créant, parce qu'en fait, avec vous, vous parlez de création, en créant ce rythme que vous offrez désormais, comment l'idée vous est venue? Vous n'avez pas eu d'appréhension, vous ne vous êtes pas demandé comment le public allait l'accepter? Alors, moi, quand j'ai commencé à chanter voilà, des standards de jazz en France, etc., j'oubliais à chaque fois les textes. Ouais. Parce que, même si je comprenais les textes, etc., à chaque fois, j'oubliais parce que ça ne me parlait pas, en fait. Et un jour, je me suis dit, mais j'en ai marre d'oublier à chaque fois les textes. J'ai commencé à écrire des textes en Darija, donc c'est le dialecte marocain. Marocain. Et puis, du coup, ça m'a aidé à ne pas oublier le texte. Et là, j'ai vu, c'était très intéressant pour moi de voir que le public a réagi vraiment d'une autre manière. Et en fait, j'ai compris que le fait de chanter dans sa langue natale, au niveau émotionnel, on ne touche pas du tout la même chose. C'est comme quand les Américains ou les anglophones chantent les standards de jazz. On va chercher autre chose en fait, il y a quelque chose d'autre qui... Et donc c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à écrire mes textes, et puis de fil en aiguille, et notamment quand je suis arrivée à New York avec Arnie Lawrence, il m'a vraiment énormément encouragée à explorer davantage mon patrimoine culturel, et c'est vraiment lui qui m'a fait prendre conscience que ma double culture, etc., c'était un plus. C'était quelque chose que je n'avais pas forcément... Vous-même n'avez pas perçu. Voilà. Vivant en France. Parce que, et c'est lui qui va mettre cela en exergue et vous allez vous en approprier pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Vous enregistrez donc On the Ebony Road, ça c'était votre premier album, autoproduction. Et puis, vous allez enregistrer le deuxième album qui nous réunit, ça fait partie des sujets qui nous réunissent aujourd'hui, Berbère Taxi, avec une maison, avec un label de référence, label auquel appartenait Gregory Porter et aussi Randy Watson. Être là, dans cette maison-là, ça faisait quoi pour vous? Ça révélait quoi? C'est super d'avoir tous ces gens, voilà, c'est légende quand même. De la musique mondiale. Voilà. Mais c'est marrant parce que en vivant aux États-Unis, moi je trouve que les relations sont assez simples en fait. Et j'aime bien cette simplicité. C'est pour ça que... Alors, il y a le business, c'est très important. Voilà. C'est très important. Mais même s'il y a le business, ça on le sait, mais les relations humaines, elles sont simples. Donc, le truc de... Enfin, machin de... Comment on appelle ça? De big star. Oui, c'est... Enfin, les gens qui sont vraiment intéressants, en fait, il n'y a pas vraiment... Moi, je ne l'ai pas du tout ressenti. Vous ne l'avez pas ressenti. Et cela vous a permis de travailler dans de bonnes conditions, nous offrir Berbère Taxi, que nous allons maintenant apprécier.
C'est un retour à votre enfance, cette chanson. Hein? Complètement. Un peu auprès de maman, tout ça. Absolument. Ouais. C'est une chanson qui fait partie du patrimoine. C'est ça. À quel moment on chantait? C'est plus dans Taxi. Pourquoi Taxi Berbère? Il va où ce taxi? Ce taxi, en fait, c'est l'espoir en fait de cette amoureuse qui se retrouve dans un village isolé, de rencontrer son amoureux. D'accord. Voilà, qui va l'extraire de ces montagnes, de cet endroit isolé, qui va lui permettre de faire rencontrer son amoureux. Partir de ces déserts-là. Voilà, c'est ça, des montagnes. Ça vous inspire beaucoup le désert, le paysage. Ça fait partie, oui, ça fait partie bien sûr du patrimoine. Hein. Ouais. La musique est inspirée de tout ça, quoi. Et maman, vous chantez cette chanson, vous la chantiez ensemble? Elle me l'a chantée, je lui dis maman, mais apprends-moi des chansons berbères, hein, parce qu'on ne parlait pas berbère à la maison. Et c'est la première chanson qu'elle m'a... Votre prochain album sur lequel vous êtes en train de travailler qui s'appelle Roi, Essence. Pourquoi Essence? Roi, c'est en berbère. Ouais. Roi. Et donc ça veut dire the essence en anglais, la quintessence, on va dire un peu en français. Et c'est parce qu'en fait, après avoir cet album, j'ai vraiment voulu rendre hommage à tous les endroits dans lesquels j'ai vécu, aux gens que j'ai pu rencontrer, qui a été aussi réalisé aux États-Unis, au Maroc et en France. Et donc, c'est vraiment l'essence de ce que je suis, en fait. L'essence de ce que vous êtes. Aujourd'hui. Cela m'amène à vous demander que doit contenir une musique, une chanson, pour vous toucher, pour toucher votre fibre. Parce que en travaillant sur cette émission, on s'est attardé sur certains titres et on a vu que, au-delà de ce que vous offrez, il y a beaucoup de recherche. Il y a un investissement personnel et un engagement certain dans ce que vous faites. Je dirais le premier mot qui sort, c'est la sincérité, ouais. Bien entendu. Moi, j'adore participer à plein d'autres projets. Je collabore avec plein de projets qui me permettent d'apprendre des choses nouvelles. Et j'ai toujours besoin d'apprendre des choses nouvelles pour aller vraiment chercher au fond de moi et voir qu'est-ce qui lie, quel est le lien en fait. Ouais. Et donc voilà, ça m'intéresse d'être curieuse, d'approfondir. Curieuse, aller chercher. Voilà, et puis de me rendre compte que finalement, plus ça va, et plus je me rends compte qu'il n'y a pas de frontières. L'être humain est vraiment... ça n'existe pas. Dans votre pays d'origine, par exemple, le Maroc, est-ce que votre démarche artistique est comprise? Pour certains, j'imagine. Mais je ne m'attarde pas en fait là-dessus. Comme pour moi, vous le Maroc, offrez pour offrir, voilà, à travers le monde. Je ne fais pas la différenciation au Maroc comme aux États-Unis, comme c'est pas du tout. Je ne pense pas comme ça. Humainement, qu'est-ce que vous a apporté cette liberté artistique? Déjà moi-même, de me libérer, de voir aussi la grandeur de l'être humain et donc de ma vie aussi. Et voilà quoi. Si vous étiez resté en France, est-ce que vous auriez connu cette liberté? La liberté, je pense que ça c'est indépendant. Je pense que j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, à la recherche d'une liberté. Maintenant, toute l'expérience que j'ai eue de travailler en plus dans des styles de musique vraiment extrêmement éclectiques, de l'avant-garde à la soul, au jazz, salsa, etc. Même dans des projets aussi presque latino, hard rock, bien sûr latino, etc. Ça aurait été plus difficile en tant que chanteuse de faire tout ce que j'ai fait. Voilà. Et en tant que chanteuse, et votre parcours vous a permis d'avoir cette voix-là, dont on va parler tout à l'heure. Lila.
Je fais comme toute la salle. Bravo, bravo. Merci. Quel souffle, quelle voix. Et ça, c'est à force de chanter avec maman ou c'est vraiment la grande école américaine? Oh, la grande école, non, enfin, c'est l'ensemble, quoi, Ouais. du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Mais être aussi pointu, c'est quand même là-bas, non? Ou ce sont les différentes scènes? C'est l'expérience, on va C'est dire. l'expérience. Ouais. Justement, de cette expérience, il y a quelqu'un avec lequel vous vous entendez bien. Vous partirez d'ailleurs en janvier 2022 pour une tournée américaine aussi. Oui. C'est Arturo O'Farrill. Comment s'est établie cette collaboration avec lui? Parce que vous avez fait pas mal de choses ensemble. Oui. Alors en fait, c'est d'ailleurs le premier concert qu'on a vu, la Run, au Joe's Pub. Cette personne en fait qui à l'époque, c'est lui qui m'a donné mon premier concert dans une belle salle comme ça. Et en fait maintenant il travaille à Abu Dhabi et il avait donc, c'est en coproduction avec Arturo O'Farrill et d'autres personnes, de faire un projet avec un big band qui s'appelle, c'est le Cuban Khaliji Project, Ouais. où c'est la rencontre de la musique cubaine avec la musique nord-africaine et la musique yéménite aussi. En tout cas, beaucoup de fusion. Voilà. Et voilà, ils m'ont proposé de faire partie de ce projet. Et vous partirez, vous me répéter, avec eux en tournée jusqu'en 2022. On va vous entendre encore sur une autre chanson, mais ce sera pour tout à l'heure. Mais avant, un projet auquel vous avez participé, qui est un rendez-vous vocal. 4 femmes réunies dans un studio par John Zorn. Et là, vous avez offert ce titre-là. Ça s'appelle Michael, appelons-le comme on veut, mais en tout cas, c'est quelque chose de fantastique. On les écoute. Un album comme ça, hein?
C'est un album, rien que des voix. C'est ça. Ouais. Quel plaisir de chanter avec ces dames, superbe. Et puis elles viennent de différentes parties. Oui, Sofia d'Argentine, Sarah Portugal et Ayelet Israël. Ouais. Ouais. Comment vous vous êtes retrouvés dans cette belle aventure? En fait, c'est John Zorn, Ouais. qui est un peu l'icône du jazz avant-garde, qui a eu cette idée de monter un groupe a cappella. Ça faisait longtemps qu'il travaillait dessus et du coup, c'est ça, Sofia qui m'a contactée Ouais. et du coup, voilà, c'est une très belle aventure. Les chansons Superbe. sont belles, hein. Et, Les chansons sont très alors on belles. a arrangé, chacune a arrangé voilà, des morceaux. Zadkiel, c'est l'ange de la liberté. Ouais, Ça me ouais. convient très bien. Et voilà. En tout cas, bravo. Merci. Bravo. L'album aussi est disponible et ça s'appelle Michael. En tout cas, Mekale. M-Y-C-A-L-E. Voilà. Pour ceux qui voudraient chercher, et nous vous conseillons de le chercher, de le retrouver. Voici l'album que vous découvrez juste à côté de notre invité. Est-ce que c'est cette expérience qui a inspiré le projet Saharienne? Les Sahariennes? Non, pas du tout. Mais j'ai l'habitude de travailler avec j'ai travaillé avec beaucoup de groupes a cappella, etc. J'adore, bien sûr, c'est mon Mais instrument. là, c'est particulier. Oui, c'est particulier. Ouais, c'est particulier. Qu'est-ce qui vous réunit? Parce que il y a l'algérienne, la mauritanienne. Voilà. La Sahara, du Sahara, et donc moi du Maroc. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous réunit culturellement? Qu'est-ce qui réunit Alors, ces quatre femmes qu'on aperçoit? c'est pour ça que j'ai été curieuse de ce projet, parce que j'ai trouvé vraiment que c'est une bonne idée de réunir ces femmes qui viennent des pays limitrophes du Sahara et qui essaient d'exploiter ce qu'il y a en commun. Et d'exploiter, pour moi c'était aussi une opportunité de travailler sur le répertoire du Sahara. C'est aussi mon patrimoine. Et donc voilà, ça peut être après chanter sur des thèmes du quotidien. Avec la reprise des activités artistiques, vous allez remonter sur scène? Oui, là on a déjà fait une tournée à l'Opéra de Lyon, au Grand Sud à Lille. Voilà, on a fait... Ah, c'est bravo, hein. Sabir va nous envoyer notre dernière vidéo et c'est au son d'elle qu'on va essayer de conclure cette émission. Quels sont vos rapports avec le public français, public et même presse? Parce que les critiques vous concernant sont assez fortes. Alors, il y a quelque chose qui est toujours présent dans mes concerts, c'est la danse. Ouais, la danse, parce que vous faites la danse aussi. J'ai pas oublié, je voulais en parler. Voilà, il y a la danse et puis il y a vos rapports avec le public français. Avec le public tout court, hein, je ne mets pas de frontières. Ayant vécu aux États-Unis, on a l'impression que la France, c'est un monde à part. Non, c'est parce qu'en fait, ces dernières années, j'ai vécu quand même 11 ans aux États-Unis. J'ai beaucoup travaillé en Europe, pas beaucoup en France. Mais voilà, je suis là, maintenant ça va... Ça va repartir. Voilà. Ça va repartir. Ça s'appelle Virtual Birdland. C'est un projet auquel vous participez aussi. C'est toujours avec Arturo Faril. Arturo Faril, voilà, ouais. et c'était pendant le confinement avec le Birdland Jazz Club de New York. On les écoute, Ouais. un temps soit peu. Roi est prévu pour quand, la sortie? Alors, mi-fin février. Voilà. À la mi, Fin février. et voir à la fin février.
Quand ce sera prêt, revenez nous voir Avec grand avec les plaisir. derniers clips. Absolument. J'espère que vous avez passé un agréable Merci moment sur ce beaucoup. plateau. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Saharienne, on pourra vous applaudir pour ça. Mais qu'est-ce qui est dans l'immédiat? Qu'est-ce que vous proposez? Alors ben là, en août, on se retrouve avec les Sahariennes. Ouais. Et puis après, en novembre, voilà, on reprend avec les Sahariennes. Et puis aussi avec un autre projet avec un Cubain, pianiste cubain qui est à La New York. présentation qui était prévue au Duc de Lombard, ça tient toujours? Alors ça, non, je pense Non. que ça va être en février. Parce que là, c'est trop. Avec tout ce qui se passe, Ouais. ça a changé. On va organiser tout ça. Voilà. Merci d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous, Malika Zahra. Merci. On peut conseiller aux téléspectateurs d'avoir pour eux et pour leur plaisir et afin de mieux vous découvrir et mieux vous connaître aussi On the Ebony Road, qui est votre premier album enregistré en 2006. Et puis ne pas manquer cet album-là qui est un peu l'histoire de votre vie, Berbère Taxi. Merci beaucoup. Merci et puis on beaucoup. attend avec impatience Roi ou la quintessence ou même l'essence de The votre vie essence. aussi. Merci beaucoup beaucoup. d'être venu jusqu'à nous. Merci à Pascal Tréhé, merci à Sabir Gaïb, à Lucie John, à Charles Serrito, à Alexandra Canou et à Marie pour nous avoir aidé à préparer cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir en compagnie de Malika Zahra. Bonsoir et à demain. Merci.